Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle soirée, ce nouveau mardi des Bernardins. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur KTO et bienvenue aux auditeurs de Radio Notre-Dame. Et je salue également les nombreux spectateurs de cette magnifique salle au Collège des Bernardins ce soir. Alors, vous le savez, c'est le sujet qui agite les écoles depuis quelques semaines et qui inquiète les parents d'élèves depuis plusieurs mois. Des manuels scolaires qui mettent en avant la théorie du genre aux expérimentations de lutte contre les stéréotypes. La biologie à l'école est-elle instrumentalisée ? On peut parler plus directement en disant « L'éducation nationale est-elle en train d'introduire la théorie du genre à l'école ?» 4 invités pour en parler. Merci d'être avec nous. Je commence par présenter Chantal Amouroux. À ma droite, vous êtes normalienne, agrégée de biologie, et vous avez été professeure de sciences et vie de la Terre. Donc évidemment, vous nous parlerez de ce qu'on peut trouver dans les manuels aujourd'hui. Ensuite, Michel Boyancé, vous êtes philosophe, vous êtes doyen de l'IPC, faculté libre de philosophie et psychologie. Je présente votre ouvrage sorti il y a quelques mois, Hommes, femmes, entre identité et différence. On est en plein dans le sujet. À ma gauche, Romain Carnac. Bonsoir, merci d'être avec nous. Doctorant en sciences politiques à l'École pratique des hautes études. Vous êtes également rattaché au groupe Société, Religion, Laïcité. Votre avis sera nécessaire sur ces questions. Et à votre gauche, Jean-Pierre Winter. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste. Je pense qu'avec vous, on prendra un peu de hauteur, et avec vous tous aussi, évidemment. Donc, merci à tous les quatre d'être présents. Une question pour commencer avec vous, Chantal Amouroux. On parle des manuels de biologie, en première L et ES, qui introduisent la question de l'orientation sexuelle. C'est dans le chapitre Hommes-Femmes. Bon, qu'est-ce qu'on sait? Qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que contiennent concrètement ces cours de biologie? Alors, les cours de biologie, pour ce qui concerne les programmes de première, ES et L, sont très clairs. Il y a quelques années, enfin, il a fallu... Allez-y. Voilà. Alors, dans les années 1950, les choses étaient très claires. On naissait avec un sexe, soit féminin, soit masculin. Très rapidement, des cas se sont multipliés d'intersexuation. Ils ont toujours existé, mais on les a réunis dans certains hôpitaux pour se poser la question du sexe masculin ou féminin. Et il a été nécessaire, en fait, très rapidement, de se poser la question pour ces enfants qui naissaient avec un sexe entre féminin et masculin, un petit peu des deux, parfois, si on ne pouvait pas donc créer une autre notion qui s'appelait donc le genre, et qui aurait été à ce moment-là donc la façon dont l'individu se percevait dans le genre soit féminin, soit masculin. Donc il y avait bien deux définitions précises, le sexe biologique et le genre psychologique, en quelque sorte, qui était la perception subjective que l'individu avait de son sexe. Est-ce que là, on parle de la théorie du genre? Alors, on parle pour l'instant, la théorie du genre arrive juste après. C'est-à-dire que dans les années... On est dans quelles années, pardon? Dans les années 70, à ce moment-là, des études de genre ont donc été lancées. Et dans les années 70, les études de genre donc, ont été récupérées par des mouvements féministes. Les mouvements féministes ont dit, écoutez, puisque le genre a l'air d'être soumis à une influence sociale, la dominance homme-femme est très certainement également soumise à une influence sociale. Bon, on reviendra à cette définition du genre parce que ça va nous occuper toute la soirée, oui, mais aujourd'hui, dans les manuels de première en biologie, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, dans les manuels, on trouve la définition du sexe, la définition du genre et la définition de l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça a été introduit en 2010. Donc, ça a été introduit dans les manuels en 2010 uniquement. Est-ce qu'à l'époque, c'était une nouveauté? C'était quelque chose de révolutionnaire déjà? Est-ce que c'était justifié? Aux États-Unis, je viens de vous parler donc, que ça a commencé dans les années 70. Donc, l'introduction dans les manuels est très tardive. En 2010, exactement d'ailleurs, comme à Sciences Po, ça a été introduit dans les années donc, 2010, nous, en France. D'accord. D'accord. À l'époque, est-ce que ça avait soulevé quelques... ont déjà 20 ans, les trois définitions. Vous ne m'avez pas laissé terminer pour l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, justement, qui vient à la suite des mouvements féministes, c'est pour définir que l'on peut effectivement être attiré vers un sexe ou vers l'autre. Et donc, à ce moment-là, donc, en fonction du sexe que l'on possède, on est donc soit homosexuel, soit hétérosexuel, soit bisexuel. D'accord? Ou transgenre, à ce moment-là, si on refuse d'être en adéquation avec son genre. Pas d'indignation à l'époque des parents d'élèves, des élèves, du corps professoral? Avant 2011, on n'en parlait absolument pas dans les manuels, donc aucun problème. Michel Boyancé, aujourd'hui, la suite à l'école, c'est l'ABC de l'égalité.
qui est proposé aux écoles primaires, pour l'instant en phase d'expérimentation, c'est ça? Voilà, d'expérimentation. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on peut lire? 10 académies et 600 écoles. Alors, c'est très différent de la problématique des manuels de SVT. En fait, l'ABCD de l'égalité, c'est ABCD de l'égalité, consiste à poser effectivement pour les écoles primaires, pour les parents, des outils de déconstruction des stéréotypes sexués. On va dire, il y a des rapports de domination dans la société qui ne sont pas fondés sur le sexe biologique, mais sur le genre, donc les représentations symboliques que l'on a du sexe, qu'on appelle le genre, dans une traduction de l'anglais qui n'est pas toujours qui n'est pas très orthodoxe, mais ça, on ne peut pas forcément développer, mais c'est une traduction qu'on pourrait interroger. En tout cas, on parle donc de stéréotypes de genre, et on va dire, à l'école primaire, il faut habituer les enfants à penser que les hommes et les femmes ne sont pas si différents que cela, qu'ils sont égaux, et que dans l'éducation traînent des stéréotypes. Donc le genre est un outil pour parler du sexe, si je puis dire, de manière non biologique et de manière sociale et culturelle. Donc on n'introduit pas la théorie du genre à l'école, c'est pas tout à fait juste de dire ça. On introduit un concept, effectivement, qui vient de la médecine et qui est passé en sciences humaines, pour rendre compte des différences hommes-femmes et des ruptures d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça peut poser des problèmes pédagogiques, parce qu'à force de déconstruire les différences, où va-t-on arriver? Ça, on va y revenir. Jean-Pierre Winter, comment vous analysez ça en tant que psychanalyste dans les débats qu'il y a actuellement depuis le mariage pour tous, et vous pourrez nous dire quelles sont vos positions sur le sujet. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'au lycée et en primaire, on attaque ces sujets? On propose ces sujets, à la maternelle, dans certains cas, dans le primaire, dans certains cas, parce que c'est quand même pas généralisé partout, et puis maintenant dans le secondaire. Vous répondre directement à votre question serait m'embarquer dans un long tunnel, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Mais la première chose, je crois qu'on peut dire, c'est que ça pose des questions, on l'a constaté, ça inquiète beaucoup de gens, à tort ou à raison. C'est peut-être l'enjeu du débat, de savoir si la part de fantasme et la part de réalité à laquelle on a affaire. Mais je rebondirai tout de suite sur la définition du genre que vous avez donnée. Quand vous dites le genre, c'est comment l'individu se perçoit, du point de vue donc, de sa libido, du point de vue sexuel. C'est là que, comme psychanalyste, je me dis que on peut questionner cette affaire qui paraît tellement évidente de genre, parce que une phrase aussi simple que « comment l'individu se perçoit », en fait, est d'une très, très grande complexité. L'individu ne se perçoit que parce qu'il y a un regard de l'autre. Ne se perçoit qu'à travers le regard de l'autre. Il se construit à partir du regard de l'autre. Et donc, dire qu'il se constitue même à partir du regard de l'autre, et dire qu'il appartient à un genre à partir de la façon dont il se perçoit, à minima, ça pose déjà toute une série de questions, du point de vue psychologique et du point de vue psychanalytique. Au-delà de cela, une des questions d'actualité qui est posée, une actualité qui n'est pas toujours folichonne dans ce domaine, consiste à se demander si on n'est pas entré dans une phase de ce que Ferenczi, un des meilleurs élèves de Freud, appelait la confusion de langue entre l'adulte et l'enfant. C'est-à-dire si on n'est pas en train, par le biais des manuels par exemple, mais aussi par le biais de certaines initiatives pédagogiques, si on n'est pas en train d'imposer aux enfants une langue concernant la libido, concernant la sexualité, concernant donc le désir, une langue qui n'est pas la leur. Et là, il y a ou il y aurait... Qui n'est pas la leur, mais qui les concerne. Alors, qui concerne en tout cas déjà, qui concerne déjà les adultes, entre eux. Et là, il n'y a rien à dire. Voilà, ils font comme ils peuvent. J'allais dire comme ils veulent, mais plutôt comme ils peuvent. Mais dès lors que s'impose à des enfants une langue sur ce que c'est qu'un garçon,
ce que c'est qu'une fille, quel rapport ils doivent avoir entre eux, quel type de sexualité est possible, etc. Surtout quand c'est des enfants qui sont pris dans une période de leur vie où, par exemple, ces questions-là sont évacuées au profit d'autres questions. Ce sont des questions qui arrivent à quel âge, ça, normalement ? Elles arrivent pratiquement avec la vie, hein, mais elles connaissent, disent les psychanalystes classiquement, une phase de latence, hein, qui correspond à peu près au temps de l'école primaire, hein, avant de rebondir au moment de l'adolescence, enfin de la puberté, puis de l'adolescence. Et que ce soit précisément dans ce moment-là qu'on s'inquiète de leur proposer une vision des rapports intersexuels ou des rapports sexuels ou des rapports libidinaux ou affectifs qui est celle des adultes tutélaires, ne va pas s'en poser un certain nombre de questions. Surtout si c'est imposé comme une doctrine d'État. Ce qui n'est pas la même chose que, par exemple, les religions font ça aussi, hein, d'imposer un certain type de relations, de stéréotypie ou de conviction sur ce que doivent être les hommes et les femmes, mais ça ne concerne que ceux qui appartiennent à cette religion. Là, on est dans autre chose. On est dans un gouvernement ou un État ou des États qui se préoccupent de réguler tout cela, pour ne pas dire le régler une fois pour toutes. Donc, juste pour finir cette petite introduction, à partir du moment où on admet que le regard de l'autre, et j'y reviendrai sûrement dans le débat tout à l'heure, importe d'une façon, j'allais dire, tragique et dramatique dans le destin de tout individu, l'autre avec un grand A, c'est le discours qui se tient... au sommet de l'État, qui est tenu par les élites, qui est tenu par les scientifiques, qui est tenu par les gens qui réfléchissent, qui pensent, etc. Et donc, il y a lieu d'être prudent dans la manière d'aborder ces questions, parce que, justement, ça n'est pas sans conséquences. Et on verra peut-être tout à l'heure que les conséquences sont quelquefois assez curieuses et paradoxales. Romain Carnac, est-ce que vous pouvez réagir sur ce que dit Jean-Pierre Winter, mais est-ce que ça fait partie de vos études ? Vous faites partie du groupe Société, Religion, Laïcité. Voilà, on sent qu'on tourne autour de ça. Est-ce que ce regard qu'autrui porte sur soi-même et quand on est enfant, est-ce que ça peut être enseigné ? Est-ce que ça peut être pris comme question de société par le gouvernement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, est-ce que ça peut être enseigné, pardon ? Oui, à l'évidence. La question qui nous préoccupe ce soir, c'est sans doute est-ce qu'il faut l'enseigner et est-ce qu'on doit le faire ? Et là, il y a un débat. Et avant de commencer à discuter, c'est important de poser des définitions, comme on a commencé à le faire. Alors, les définitions qui ont été posées par les intervenants précédents, je ne les reprendrai pas à mon compte. Elles ne me conviennent pas tout à fait. Peut-être on aura l'occasion de discuter de cette théorie du genre qui n'a pas tardé à faire surface dans ce débat comme très souvent. C'est une notion que, pour ma part, je refuse d'utiliser puisque je pense qu'elle n'a pas de réalité, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Par rapport à ce que disait tout de suite Jean-Pierre Winter, il expliquait qu'on imposait une langue aux enfants. Quelque part, je suis d'accord, je trouve qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. On donne des mots aux enfants pour penser certaines questions. Donc, quelque part, oui, on leur donne la langue, on leur donne les notions qui vont leur permettre de réfléchir aux questions qu'ils se posent à leur âge. Il est important de souligner à ce stade que les notions qu'on va leur donner, ce qu'on va leur apprendre, suit un parcours défini, qui a été pensé en fonction de ce que les enfants sont capables d'entendre. Entendre aux deux sens du mot, ce qu'ils sont capables de comprendre et ce qu'ils sont capables d'entendre sans être choqués, sans être perturbés. Et évidemment, on ne va pas parler de son orientation sexuelle à un enfant de maternelle ou de primaire. Et en revanche, on peut lui parler des stéréotypes, des différences entre les petites filles et les garçons, en déconstruisant, même si on ne va jamais employer ce vocabulaire scientifique ardu, ces stéréotypes, en leur expliquant que non, ça n'a rien de naturel,
que les garçons doivent jouer systématiquement au football et que les filles doivent jouer systématiquement à la marelle et à la poupée. Alors, Michel Boyancier, pourquoi c'est si difficile à définir ? Non, c'est pas forcément difficile à définir. Il y a plusieurs définitions sur le concept de genre. Pourquoi on attend de mal ? Pour reprendre ce que disait... parce que d'abord, le mot sexe biologique, ça appartient à la biologie. Le concept de genre, donc ce nouveau concept, ce mot de genre qui a un nouveau sens, donc un nouveau concept, appartient aux sciences humaines et sociales. On peut donner plusieurs définitions, et effectivement, comme l'a dit Romain Carnac, le concept de genre est très utile méthodologiquement pour penser le sexe en dehors du biologique, comme s'il était une réalité purement psychologique, purement symbolique, purement sociale et culturelle. Et c'est là, à mon avis, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Romain Carnac sur la question, je pense que la personne humaine a deux registres au moins. Il y a ce qu'on peut dire d'elle au niveau biologique et ce qu'on peut dire d'elle au niveau psychologique, social, qu'on appelle le genre. Mais les deux ne sont pas séparables. Méthodologiquement, ils sont séparables, mais pas dans la réalité. Donc, donner des outils de déconstruction, parce que le mot déconstruction apparaît dans la pédagogie de la BCD de l'égalité, donner des outils de déconstruction à des enseignants pour aider les enfants à penser que, en fait, les différences hommes-femmes, masculin-féminin ne sont que culturelles et il n'y a plus rien de naturel, à mon avis, c'est un peu disproportionné pour leur âge. C'est le début du primaire. C'est pas le discours qui est tenu. Quand on voit le site de la BCD de l'égalité, c'est plutôt la pédagogie qui est retenue pour la déconstruction des stéréotypes. Et on prend des comptes, alors on inverse. Bon, il y a un côté sympathique. La Belle au bois dormant, ça peut être le beau au bois dormant qui est sauvé par la fille, au lieu que ce soit les hommes, etc. Bon, il y a un côté ludique, mais en fait, quand on déconstruit trop ce qu'on appelle les stéréotypes, à quoi aboutit-on ? Et le concept de genre est très utile, mais à mon sens, il donne lieu à des théorisations. Et ce sont ces théorisations qu'il faut interroger. Méthodologiquement, il est pertinent. Chantal Amouroux, à votre avis, quelle est la finalité de cet enseignement ? Puisque, voilà, on considère que c'est enseigné, même si on n'ose pas mettre un mot dessus, on considère que c'est enseigné. Chantal Amouroux, qu'est-ce que... Finalité ? Je ne sais pas s'il y a une finalité. J'ai perçu une importante influence de l'histoire. Donc, avec une importante influence donc, des mouvements féministes, des mouvements LGBT, et qui tiennent absolument à cette dissociation, et qui, dans le débat sexe biologique, genre psychologique, jouent à discuter sur sexe en premier, donc sexe précède genre ou genre précède sexe. Et ça, je pense que c'est un débat qui, pour moi, biologiste, donc n'a pas lieu d'être, puisque nous naissons avec un sexe biologique. Il a déjà été mis en place par des hormones, donc des gènes, il y a des hormones. Et lorsque nous naissons, donc nous avons un sexe biologique qui est normalement déterminé, si on respecte une norme, d'accord. Et donc ensuite, donc le genre donc se met en place à partir de ce sexe. Donc pour moi, je me pose même pas la question. Mais je sais que dans les études de genre, on se pose la question de savoir si le genre ne précède pas le sexe. Une des finalités qu'on entend tout le temps, c'est la lutte contre les inégalités. Alors, ça, elle est bien évidente. On est tous d'accord, je pense, là, autour de la table pour combattre les dominances. Donc, chercher une société la plus égale possible. Mais est-ce que c'est en déconstruisant la différence biologique qui existe qu'on arrivera à trouver l'égalité ? Jean-Pierre Winter. Combattre les dominances, déjà, est-ce qu'on est tous d'accord ? Bien sûr, en tout cas, moi, je suis d'accord, à condition de ne pas confondre le combat pour l'égalité, de ne pas le confondre avec le combat pour l'identité. C'est-à-dire de ne pas confondre l'égalité et l'identité. Les choses peuvent être égales sans être identiques. Et elles le sont d'ailleurs généralement. Or, très souvent, on a affaire à cette confusion. Mais on ne va pas rentrer dans la polémique. Ce qui m'intéresse dans cette façon d'aborder les choses, c'est que quand vous dites, voilà, c'est profondément inscrit dans l'histoire, ce qui n'est pas douteux, on est arrivé à un point aujourd'hui de l'histoire où, quand je dis aujourd'hui, ça, c'est dans le siècle qui vient de passer aussi bien, où ces enjeux autour de l'égalité et de l'identité sont devenus des enjeux politiques qui faussent complètement les débats. On l'a bien vu dans les dernières années, là où il a été question du mariage pour tous, et où il sera bientôt question de la PMA, la GPA, c'est devenu politisé.
Or, ça répond à une logique qui est celle de nos démocraties. On va vers ça, quoi qu'on en pense. C'est-à-dire que la démocratie est un système politique qui amène à politiser tous les débats qui portent sur les questions justement identitaires. Enfin, de là, on a quand même l'impression qu'il y a, Romain Carnac, qu'est-ce que vous en pensez, une irruption des sciences sociales, de la politique, comme le dit Jean-Pierre Winter, dans les matières de SVT, ou voilà, c'est ce que disait Chantal Amourou tout à l'heure. Elle ne comprend pas pourquoi on se pose ces questions. Oui, alors votre question va me permettre de revenir sur des définitions qui n'ont pas encore été posées. Essayons de définir. Quel est le rapport entre le genre et la biologie ? Eh bien, le rapport entre le genre et la biologie, il est très étroit, puisque en réfléchissant sur le genre, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on définit le domaine du biologique. Qu'est-ce qu'on fait en réfléchissant sur le genre ? On cherche en réalité à penser la différence sexuelle grâce à ce concept qui désigne la part sociale, culturelle, qui est construite par notre culture, qui s'inscrit dans une histoire et dans une ère géographique donnée, et qui dépend aussi du milieu social et d'autres facteurs. Cette part de l'identité sexuelle, donc, qui définit le contenu de la différence sexuelle, qui est construite culturellement, c'est cela qu'on appelle le genre. Et s'intéresser au genre, s'intéresser à ce qui fait, par exemple, que nous considérons, pour revenir à un exemple que j'évoquais tout à l'heure, que le football est un sport de garçons. Qu'est-ce qui fait qu'on considère en France que le football est un sport de garçons et qu'on considère, outre-Atlantique, que le football, qui s'appelle là-bas soccer, est un sport plutôt pour les filles et que les garçons qui s'y adonnent risquent les moqueries de leurs petits camarades. Les vrais garçons virils aux États-Unis, ils jouent au football américain. Donc ça, ce sont des normes culturelles. Ce ne sont pas des normes qui sont inscrites dans la nature des sexes. Et pourtant, on les considère comme faisant partie de la nature, parce qu'on a naturalisé du culturel. Attendez, quand vous dites « on », c'est qui ? Voilà, nous tous. Non, mais vous, c'est dans ce que vous dites même, il y a la démonstration du contraire. Non. Allez-y, Jean-Pierre. Ce que je veux dire, c'est qu'on considère... Mais quel con ? En général, notre culture... Mais notre culture, mais vous dites vous-même, notre culture, par exemple, c'est en Amérique... ils considèrent eux-mêmes qu'une fille qui joue au football européen, c'est naturel. Alors qu'en France, ça ne le serait pas. Donc, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas une différence de nature, puisque les femmes américaines ne sont pas différentes par nature des femmes. Je m'appuie sur votre raisonnement. Qui tire de cela l'idée que ça serait naturel, puisque tout le monde est au parfum. Aujourd'hui, la télé est mondialisée. Tout le monde sait qu'aux États-Unis, le football, c'est un sport de filles, et en France, c'est un sport de garçons. Justement, donc c'est pour ça que je me permets d'insister. Qui est ce « on » qui penserait que c'est naturel ? Justement, non. Peut-être que vous ne partagez pas ces préjugés, ces stéréotypes sur cette question du football. Mais vous en avez, j'en ai, sûrement d'autres sur les sexes. La discussion de ce début d'émission montre bien que cette idée d'une déconstruction des stéréotypes est loin d'être acceptée comme quelque chose qui s'impose comme allant de soi. C'est quelque chose qui nous oblige à une certaine violence, finalement. Il faut se faire violence pour accepter de penser ces questions et accepter de se dire, oui, ce caractère que je considère comme naturellement attaché à un sexe, comme par exemple le fait pour un petit garçon de préférer jouer aux voitures que de préférer jouer aux poupées, ce caractère que je considère comme naturellement attaché à un sexe, est-il réellement inscrit dans la nature ou est-ce un caractère culturel qui a été construit par la culture auquel on prête une naturalité? Donc il faudrait se faire violence pour qu'un petit garçon qui joue à la voiture... Non. Il faudra vraiment se poser la question. Je veux dire que c'est quelque chose qui nous oblige à faire une démarche sur nous-mêmes. Non, effectivement, vous avez raison dans le sens où on a toujours des a priori culturels sur ce qu'on voit dans la société pour les sexes. Mais je reprends le terme que vous disiez, il faut se faire violence.
Je ne suis pas sûr que ces outils ne soient pas des outils un peu violents pour les enfants à l'école primaire. Autrement dit, il faut être prudent. Nous, on peut s'amuser au sens sérieux du terme, intellectuellement à déconstruire des discours, mais de vouloir introduire cette pédagogie de la déconstruction qui sont dans les textes officiels pour l'ABCD de l'égalité à l'école primaire, attention de ne pas risquer une certaine violence symbolique sur les enfants, à un âge où justement ils n'ont peut-être pas besoin d'être déconstruits comme nous intellectuellement, mais ils ont besoin au contraire d'enraciner leur identité dans ce qu'ils voient dans l'expérience, à savoir qu'il y a des garçons et des filles, et que même s'il y a des stéréotypes sexués qu'on peut leur montrer pour s'amuser, mais de manière très délicate, ils ont besoin de s'enraciner dans leur identité à partir de leur corps et de leur corps sexué. Et puis quand on les laisse jouer, c'est vrai qu'ils vont jouer à des jeux. D'ailleurs, souvent les petits garçons jouent à la poupée, et puis après ils reprennent les camions, puis ça se fait très bien. Que dit la biologie sur C'est ce que je voulais vous dire. Non, là c'était la mère qui voulait parler, parce qu'elle a eu 3 enfants, effectivement, avec des garçons et des filles. Et franchement, même dans les écoles maternelles, on laisse ouvert tout l'air de jouer. Un petit garçon qui se dirige vers une voiture, c'est un stéréotype ? Bien sûr que non. Bien sûr, il a envie de jouer avec une voiture. Si c'était dirigé vers la poupée, je crois qu'on l'aurait laissé faire également. Est-ce que ça s'explique et ça se démontre ? démontre ? Je crois que ce débat est vraiment daté pour moi. Donc, et biologiquement, ça se démontre qu'un garçon a des influences qui le poussent vers des voitures et une petite fille vers des poupées. Pourriez-vous le démontrer biologiquement ? À mon avis, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Je crois qu'il faut, on ouvre l'aire de jeu aux enfants. Mais pourtant, vous voulez lutter contre ça. Ils choisissent et ils en font ce qu'ils veulent. Une petite fille peut jouer à la poupée, mais en jouant à la guerre avec ses poupées. Donc, je crois que la liberté, elle existe déjà en France depuis longtemps au niveau de ces problèmes de sport et de ces problèmes de... Romain Carnac, vous entendez ce que dit Michel Boyancé ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentaliser la biologie pour expliquer des évolutions qu'on voudrait ? Oui, alors je ne sais pas si c'est tout à fait ce qu'il a voulu dire, mais je voudrais répondre simplement à ce que vient de dire Madame Omrou. Elle dit que ça ne fait pas débat, que tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est précisément ce qui a lancé la polémique qu'on a vue dans les dernières semaines. Souvenez-vous de ces reportages qui étaient passés au journal télévisé, qui ont été relayés ensuite sur Internet, où l'on voyait des scènes certes touchantes, mais d'une banalité assez édifiante. Des petits garçons qui faisaient la ronde avec des petites filles dans le cadre d'un cours d'initiation à la danse, des petites filles qui jouaient à la dinette avec des petits garçons. Et ce sont ces images qui ont été relayées sur différents blogs, différents réseaux sociaux, pour montrer la monstruosité du projet du gouvernement, ce qui prouve bien que les positions qui, dites-vous, vous sont totalement acquises, et ce qui semble aller de soi pour vous, ne va pas de soi pour tout le monde. Et donc, il y a bien quelque chose à faire et peut-être un projet éducatif à mettre en place. Le projet du gouvernement va un petit peu plus loin, non ? Michel Boyancé, dans l'ABCD de l'égalité ? Non, l'ABCD de l'égalité, je dirais... Ça ne s'arrête pas à la dinette. Non, enfin, disons, les outils pédagogiques de l'ABCD de l'égalité sont des outils qui s'appuient sur le concept de genre pour montrer que le concept de genre, et c'est ce que disait Romain Carnac, est un concept culturel. On déconstruit les stéréotypes, donc je dirais, il y a un aspect, on comprend bien, pour éviter les rapports de domination, les inégalités dans la société, montrer que les hommes et les femmes sont égaux. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la réponse aux questions qu'on pose. C'est à force de déconstruire toutes les représentations qui différencient les hommes et les femmes comme risquant d'introduire des inégalités, on risque de faire disparaître les différences hommes-femmes. Mais même sans le vouloir, avec des outils qui... avec des risques et avec des outils qui vont entraîner chez les enfants à un âge où ce n'est pas opportun une espèce de vision que tout se déconstruit, que ce qu'on leur dit à la maison se déconstruit, parce que c'est ça aussi qui est en jeu, que ce que disent les parents, c'est pas vraiment important parce qu'on déconstruit à l'école, et je crois qu'on lance des outils sans maîtriser en fait les conséquences. L'intention est généreuse. L'objectif est généreux, c'est de montrer que les hommes et les femmes ne sont pas inégaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques. Il faut qu'on fasse disparaître toute différenciation. Jean-Pierre Winter, quel serait le danger à faire disparaître la différence entre hommes et femmes ? À tenter de faire disparaître. C'est pas un danger, c'est carrément... c'est carrément la civilisation qui serait mise en question. Ce que la pratique analytique, entre autres d'ailleurs, montre, c'est que la plupart des souffrances, parce qu'en fait,
si en tant que psychanalyste, je m'intéresse à ces questions, c'est parce que je me pose la question de savoir si elles vont générer ou pas des souffrances inédites ou si elles ne vont faire que relayer les souffrances déjà connues. Et donc la pratique analytique montre que les souffrances, qu'elles soient névrotiques, psychotiques, voire même les souffrances perverses, elles s'inscrivent toujours, et depuis toujours surtout, dans une non-coïncidence entre le sexe anatomique du sujet et ce troisième terme dont on ne parle pas parce qu'on est pris dans un dualisme entre la biologie, c'est-à-dire la nature en fait, et la culture, et on raisonne comme ça, on passe d'un côté à l'autre. Mais il y a un troisième terme. Le troisième terme, c'est la vie psychique, la vie inconsciente, le fantasme, l'imaginaire, qui est aussi consistant que le sont ce qu'on appelle, avec des grands mots, la culture, etc. Bon. Et donc, quand il n'y a pas de coïncidence entre le sexe anatomique et le fantasme inconscient d'un ascendant qui est cher au sujet, donc par exemple son père ou sa mère, c'est souvent la mère, bien sûr, il se crée une disharmonie qui se fonde justement sur la négation de la différence des sexes. On y est tous soumis à cette tentation de nier l'importance pour le psychisme de la différence de sexe, pour le psychisme inconscient. On trouve tous des moyens, ce qu'on appelle en psychanalyse de castration symbolique. On cherche tous des moyens de se débrouiller de ce truc-là en trouvant des voies qui nous sont propres. La négation de la différence des sexes, c'est une des façons, le déni qu'il y a une différence des sexes, c'en est une autre, c'est une façon de faire table rase de ce truc très encombrant qui est, ça va être très simple à dire, qui est qu'il y a des garçons et qu'il y a des filles. Que pour autant, comme psychanalyste, je serais bien incapable de vous dire ce que c'est qu'un garçon et ce que c'est qu'une fille. Mais c'est pas parce que je suis pas capable de vous le dire dans des mots extrêmement scientifiques, avec la vérité sur ce que c'est que le garçon et ce que c'est que la fille, c'est pas parce que je suis pas capable de vous le dire que pour autant ça n'existe pas, puisque la plupart des gens qui viennent me voir, ils viennent avec cette angoisse. Est-ce que, en tant qu'homme, je suis un homme ? Est-ce qu'en tant que femme, je suis une femme ? Alors c'est d'ailleurs ce qui fait le succès et le fonds de commerce, par exemple, des magazines féminins. Voilà ce que c'est qu'être une femme. On peut discuter, et là on tombe dans la question des stéréotypes et de la diffusion des stéréotypes. Mais cette angoisse, elle est quotidienne, elle est permanente, et elle peut être plus ou moins importante selon les sujets. Une fois qu'on sait ça, on se dit, bon, à quoi ça tient la différence, la fameuse différence ? On n'en sait rien, donc on va faire avec. Mais ça dit quoi ? Ça dit qu'il n'y a pas de vérité sur le sujet. Il n'y a pas de vérité sur ce que c'est qu'un homme et sur ce que c'est qu'une femme. Les stéréotypes, c'est une façon de régler le problème. La déconstruction des stéréotypes, c'est aussi une façon de s'en sortir avec le même problème. Ça ne vaut pas mieux. Mais ce qui fait que les théories du genre, et surtout des théories qui séparent le genre du sexe, comme ça, radicalement, en disant d'un côté, il y a la biologie, et de l'autre côté, il y aurait la culture, les stéréotypes, la déconstruction, tout ce que... Ceci nous amènerait à penser qu'enfin, on aurait la théorie qui dirait la vérité sur ce que c'est qu'être un homme ou une femme. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va plus. C'est que c'est un discours de vérité. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on peut l'imposer à des enfants, comme on leur impose que 2 et 2 font 4. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai entendu, je ne sais plus lequel d'entre nous, dire que c'était scientifique. Mais non, ce n'est pas scientifique du tout. C'est une manière comme une autre, une manière, je dirais, au moins aussi névrotique que toutes les autres, de se sortir de cet embarras du fait qu'il y a d'un côté des garçons, de l'autre côté des filles, et puis des gens qui se débrouillent en étant bi, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire en choisissant par leur orientation sexuelle d'être plutôt du féminin, d'être plutôt du masculin. Je lisais dans Libération du week-end dernier une féministe historique, cofondatrice du Phare, du Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui disait « Mais moi, je rejette toute cette théorie du genre, parce que
je suis homosexuel, je suis lesbienne, parce que c'est en insistant sur cette dimension-là que je perçois au mieux ce que c'est que la différence des sexes. Et j'y tiens, et je ne veux pas qu'on fasse, disait-elle, et je ne veux pas qu'on fasse des enfants en niant cette différence fondamentale pour le psychisme. Merci Jean-Pierre Vittel. C'est ce que j'allais rajouter, parce qu'en fait, il y a une énorme souffrance quand même lorsque le sexe et le genre sont en inadéquation. Donc, il suffit de regarder la douleur des individus qui demandent une réassignation chirurgicale quand même du sexe. Donc, ils ont droit à 2 ans de thérapie, 1 an d'injection d'hormones, des hormones quotidiennes. Ce sont des gens qui sont suicidaires, en fait, dépressifs. Vous parliez de névrose, psychose, etc. Donc, ce sont des gens, pas tous certainement, je ne peux pas généraliser, mais il y a une énorme souffrance quand il y a inadéquation. Alors, ne générons pas l'inadéquation par une déconstruction. Romain Carnac, ça vous fait bondir, ça, ou vous avez l'impression qu'on est dans des fantasmes, là, ou c'est clair? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui vient d'être dit par les différents intervenants. Fantasme ou pas fantasme, là? Je crois que, alors le fantasme, c'est un grand mot qui peut être un peu mal pris. Je crois qu'on est quand même dans une méconnaissance de ce que sont vraiment les études sur le genre, de ce que sont vraiment ces nouveaux programmes scolaires. J'invite les gens à aller voir par eux-mêmes le contenu de ces programmes, le contenu des manuels scolaires, etc. Ils pourront s'apercevoir qu'on est bien loin de ce qui suscite cette immense inquiétude. Enfin, il y a quand même des gens autour de la table qui connaissent le sujet. Oui, bien sûr, je ne suis pas en train de dire le contraire. Puis on a les textes ici. Hein. Oui, on pourra peut-être faire une lecture tout à l'heure. Alors, simplement, sur le fait qu'il soit question de séparer le sexe biologique du sexe social. La démarche du genre, c'est justement de montrer comment ils sont imbriqués, comment ils sont pris dans un rapport vraiment de proximité extrême, au point qu'on confond le sexe social, le genre, avec le sexe naturel, le sexe biologique, pardon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a cette incursion des sciences sociales dans les programmes de biologie, qui ne se justifie pas autrement que de la manière suivante. C'est parce que la différence sexuelle est constituée pour partie de biologie et pour partie de social, de culturel, qu'il faut étudier les deux en même temps. Parce que si on étudie d'un côté les sciences sociales, dans un cours de sciences sociales ou de philosophie, le genre, et d'un autre côté, dans un cours de biologie, le sexe biologique, on passe à côté de ce qui est intéressant dans le problème de la différence des sexes. Alors, cette question l'idée selon laquelle, en enseignant la notion de genre aux enfants, on voudrait nier complètement le biologique, nier le corps, ce qu'on a entendu ici. Je crois que c'est assez emblématique. Vous avez dit que... On n'a pas nié. Non. On n'a pas nié. Que l'aboutissement de la démarche consistait à nier les sexes, et vous avez expliqué tout à l'heure que vous redoutiez une société où les sexes auraient disparu. Moi aussi, je redoute qu'on arrive dans une société où les sexes auraient disparu. C'était la conséquence. Mais voilà, on ne parlait pas d'une négation au démarrage. Non, bien sûr. Mais ce que je conteste, c'est justement cette idée selon laquelle, si on réfléchit sur le genre, on risque d'arriver à une société dans laquelle les sexes auraient disparu. Il n'y a pas du tout de négation de la réalité biologique dans la démarche de réflexion sur le genre. Et d'ailleurs, les manuels de première insistent tous, on peut le vérifier dans les textes, sur le fait qu'il ne s'agit pas de nier la dimension biologique de la différence sexuelle ou de nier le corps. On ne nie pas la part d'inné, de donné dans la vie. Au contraire, ce qui est nié, c'est l'importance pour le psychisme de cette différence. C'est ça qui est nié. Personne ne dit que les études de genre nient la dimension biologique. Mais ce qui est vrai, il suffit de lire les textes, ce qui est vrai, c'est qu'il nie l'importance que ça a dans le psychisme. C'est-à-dire qu'on retombe dans un dualisme qu'on croyait dépassé depuis Spinoza et qui en fait s'avère ne pas avoir été dépassé, où tout d'un coup, les événements du corps n'auraient pas de résonance psychique. Comme d'ailleurs, on sait pertinemment que les événements psychiques ont ou peuvent avoir une résonance corporelle. Et c'est le point important, c'est pas la négation de la différence des sexes, parce qu'effectivement, on est immédiatement renvoyé au fait qu'on aurait des fantasmes, mais pas au sens analytique. C'est-à-dire qu'on imaginerait que les études de genre veulent nier la différence biologique. C'est pas ça qui est en question. En aucun cas.
Michel Boyancé, c'est un peu la troisième élément, l'imaginaire, le psychisme qu'on évoque peu finalement dans ces débats. Disons, je peux donner une définition du genre. Le genre, on peut le définir comme la représentation symbolique du sexe, la représentation psychique du sexe, mais comme l'a dit Jean-Pierre Winter, on a besoin pour se développer, d'intégrer psychiquement notre corps sexué. Et dans la relation à l'autre, et dans la relation entre les générations, notre corps sexué a une importance psychique considérable. Donc ça justifie qu'on se pose des questions, avec un langage qui nous serait donné, et je voudrais, Romain Carnac. Voilà, je voudrais revenir sur le mot de déconstruction, parce que dans les outils pédagogiques, on parle de déconstruction. Alors, il ne s'agit pas de dire ça aux enfants, mais c'est la matrice intellectuelle, la méthode. La déconstruction, c'est très sympathique, mais quand on déconstruit, il faut un discernement. Il y a des stéréotypes qu'il faut déconstruire parce qu'ils sont mortifères. On sait bien, par exemple, que l'hypersexualisation des petites filles vient de stéréotypes sexués féminins qui sont très dommageables à la construction de leur identité psychique. Donc, il faut un discernement. Et puis, il y a des stéréotypes, peut-être, qui sont très bons parce qu'ils vont aider l'intégration psychique du corps. Autrement dit, en regardant ces outils, je ne vois pas de discernement. On propose une déconstruction, point. Or, la déconstruction doit avoir un fondement et un but. Si on ne sait pas où on va laisser le doute sur l'identité sexuée. On ne va pas la nier, on va laisser un doute sur la manière dont on construit son psychisme à partir du corps. Et ça me semble, à un âge aussi bien pour les adolescents que pour les enfants prépubères, ça me semble des outils qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Et je pense qu'on se précipite pour des questions sociales et politiques sur l'égalité homme-femme, l'orientation professionnelle et les métiers masculins-féminins dans la société. On se précipite un peu trop vite, si je puis dire, pour cet âge-là. Et moi, je mettrais beaucoup de réserves. Vous connaissez la lettre aux instituteurs de Jules Ferry, donc au début du siècle dernier, qui recommandait aux maîtres de ne toucher qu'avec le plus grand scrupule à cette chose délicate et sacrée qui est la conscience de l'enfant. On a quand même l'impression d'être assez loin de cette époque. Alors, je trouve effectivement qu'il y a des choses qui sont très raisonnables dans ce que Michel Boyancé vient de dire à propos de la prudence. On touche effectivement à un domaine qui est très délicat ici, et il faut le faire avec prudence. Je ne pense pas, cependant, que l'attitude que nous dicte la prudence, en l'occurrence, soit le repli sur les modèles traditionnels. Est-ce que là, c'est pas la limite entre l'objection à tout ce qui est nouveau, l'éducation qui concerne la famille et l'instruction qui concerne l'école? Est-ce que ça peut pas être deux champs où chacun reste à sa place? Là, effectivement, il y a un débat qui n'est pas nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire un petit tour de table. Il y a une vraie question. Et justement, ce que je voudrais dire simplement, c'est que ces vraies questions, est-ce qu'il y a une différence entre l'éducation et l'instruction? C'est-à-dire, est-ce que l'éducation revient aux parents et l'instruction à l'école? La question de l'âge que soulevait tout à l'heure Michel Boyancé, c'est une vraie question, évidemment. À quel âge peut-on parler des différents contenus? Quand commence-t-on à poser telle question, etc. La question que vous avez évoquée tout à l'heure également, à propos du fossé qui se creuse entre les parents et les enfants, entre ce que pensent les parents et ce que les enfants apprennent à l'école. Cette question, elle est préoccupante parce que ce qui se joue en ce moment, c'est aussi l'aggravation de la crise de confiance à l'égard de l'école. Toutes ces questions-là, il faut pouvoir les poser, mais ce faux débat pour ou contre la théorie du genre à l'école empêche justement de se poser toutes ces questions qui sont cruciales. Pourquoi vous dites que c'est un faux débat? Parce que ce qu'on va enseigner, ce n'est pas la théorie du genre au sens où ceux qui s'opposent à cette théorie du genre pensent cette théorie. En fait, la théorie du genre, c'était le sujet sur lequel on avait prévu de revenir tout à l'heure. C'est mon point de vue que je donne ici. C'est un objet de débat qui a été construit par le discours qui s'y oppose, c'est-à-dire qu'il est produit dans la dénonciation. Et il ne correspond pas à une réalité. Donc, le discours sur la théorie du genre, la théorie du genre n'existe que dans et par le discours sur la théorie du genre, c'est ce que je veux dire. Et si on regarde les choses d'un petit peu plus près, on ne trouve rien qui ressemble à une théorie. On trouve une grande variété d'idées, de découvertes scientifiques plus ou moins récentes d'ailleurs, de courants de recherche. Bon, c'est un champ extrêmement vaste, mais qui n'a rien d'une théorie. C'est justement le discours qui invente cette théorie du genre, qui lui donne une consistance, un contenu, une substance, une homogénéité,
qui permet de parler d'idéologie ou de théorie. Donc c'est pour ça que je réfute ce terme qui empêche de poser les vraies questions. C'est un terme qui est un peu trop univoque. Il y a plusieurs sens au mot genre, il y a des études nombreuses de genre, mais il y a aussi des théorisations qu'on peut appeler radicales à partir du genre, par exemple la théorie queer, et je pense qu'il faut plus parler de théorie queer que de théorie du genre, on est bien d'accord, parce que c'est beaucoup trop synthétique et univoque, mais il y a des théorisations à partir du genre qui sont problématiques. Et c'est là où, à mon avis, en tant que citoyen, en tant que parent, il faut que le débat soit lancé, et il faut que, s'il y a des outils pédagogiques, que ces outils soient mis en place avec des concertations, avec discernement, et on va beaucoup trop vite. Le concept de genre est très récent dans l'histoire de la pensée. On n'a pas encore fait la preuve, d'ailleurs. Oui, ça pourrait être un débat, oui, ça pourrait être enseigné, mais... Voilà. Bien distinguer ce dont on parle des âges et prendre du plus temps. avancés et avec des manuels peut-être... Voilà. En sachant une petite précision par rapport au programme, c'est qu'en fait les programmes du 30 septembre 2010 de SVT n'emploient pas le mot genre. Le chapitre, c'est devenir homme ou femme. Oui, voilà, c'est devenir homme ou femme. C'est dans les manuels qu'on introduit le mot genre. C'est ce qui a provoqué les réactions en mai-juin 2011. Et c'est un concept trop nouveau pour qu'on puisse, en un an et demi, bâtir des outils pédagogiques sur l'ensemble école, collège, lycée, de manière aussi rapide et précipitée. Chantal Amouroux, la nuance entre aborder ces questions en famille dans le cadre d'une éducation et aborder ces questions à l'école dans le cadre de l'éducation, de l'instruction, pardon. Vous la faites ? Oui. Moi, je pense que l'école a sa part à jouer. L'école a sa part à jouer. Ouais. Alors, l'école, il ne faudrait pas entendre l'école maternelle. Je ne suis pas d'accord avec une sexualisation trop précoce. Mais par contre, le fait que nous faisons à l'éducation nationale une sorte d'éducation sexuelle depuis excessivement longtemps, c'est, à mon avis, très, très important. Si on n'en profite pas pour avoir une intrusion importante dans la sexualité de l'adolescent. Bon, ça, c'est un débat qui dure depuis très, très longtemps. Mais par contre, les manuels de première ES et L, je les défends complètement. Ils ont présenté des définitions, ils ont apporté le débat. Il était important dans des classes de ES et de L qu'on leur montre que l'on pouvait dialoguer entre les disciplines. Vous en avez parlé tout à l'heure. On parlait donc, on donnait bien la place à la biologie, bien la place à la sociologie et la place à la philosophie. Donc ça permettait effectivement à l'enfant de développer son esprit critique, de bien comprendre, de se positionner dans un débat. Donc il est donc important de continuer. Donc je pense que les manuels de ES et L, il faut les laisser tomber. Je crois que le débat est largement dépassé. Ils ont levé le voile de quelque chose. Mais maintenant, le problème est beaucoup plus important sur les écoles primaires. Bon, voilà. Pierre Winter, on comprend que c'est un débat qui peut être posé. On a l'impression quand même que la manière dont il est posé aujourd'hui, la première victime finalement de ces choses, c'est l'école d'abord. Non, c'est l'enfant. L'enfant va être. C'est l'idée qu'on se fait. C'est plutôt l'idée qu'on se fait de ce qui se passe entre les enfants et avec les enfants. C'est-à-dire, par exemple, les enfants, c'est pas qu'il faut pas les sexualiser trop tôt, c'est qu'ils ont leur sexualité propre. Quand même, la découverte majeure de Freud, c'est la sexualité infantile. Le problème, je reviens là-dessus parce que ça me paraît très important, c'est de ne pas confondre la sexualité infantile avec la sexualité adulte. Parce que concrètement, c'est pas théorique ce que je suis en train de dire. Concrètement, on a vu des cas, notamment aux États-Unis, qui sont, n'est-ce pas, bien en avance par rapport à nous, qui avons plusieurs trains de retard sur ces questions-là. On a vu des cas où, par exemple, un petit garçon de, je ne sais plus, 4 ou 5 ans, était accusé d'attentat à la pudeur sur une petite fille du même âge et était emmené quasiment menottes au poing dans une prison de la ville. Bon, je veux dire, il y a quelques années, personne ne se serait mêlé de cette affaire. C'est une affaire qui concerne la sexualité des enfants entre eux, et Dieu sait qu'elle existe. Quant aux adolescents, j'ai posé la question à divers adolescents, parce qu'il m'arrive quand même d'en fréquenter, pas seulement professionnellement. Et je leur ai dit, vous en pensez quoi, vous, de ces histoires, la théorie du genre et de ce qu'on vous enseigne à l'école ? Et ils m'ont répondu, ils ont été plusieurs à me faire à peu près la même réponse. Quand on est entre nous, ça nous fait marrer. On se dit que vraiment, ça déraille, quoi. Et ça les fait rire, parce que eux, ils savent bien que la sexualité, c'est autre chose. Que la dimension du désir, c'est autre chose. Par contre,
Là où je vois une source de questionnement, c'est que à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, on ne peut pas leur parler d'identité sexuelle, parce que ça n'existe pas à cet âge-là. À cet âge-là, on cherche, on appréhende, on tâtonne, on s'angoisse, on vit les choses avec difficulté, tragiquement, ça peut aller jusqu'au suicide pour certains. Et donc, il n'y a pas moyen de leur dire qu'on va leur proposer une nouvelle norme qui serait la norme de chacun fait ce qu'il veut, puisque justement, ils sont bien aux prises avec le fait qu'ils aimeraient bien faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils n'y arrivent pas. Et que c'est le propre de l'adolescence, de se découvrir pris dans les réseaux, d'abord de ce qui est transitoire, car qui ne sait pas qu'à 15, 16 ans, 17 ans, on peut avoir des relations homosexuelles, bisexuelles ou autres, mais que ça ne dit rien sur l'identité. Et donc je crains qu'on arrive à créer une société scolaire dans laquelle petit à petit va se substituer aux normes qu'on combat. Et Dieu sait qu'il faudrait se poser la question de savoir, comme vous le disiez tout à l'heure, si toutes les normes doivent être combattues. Il y en a peut-être qui sont structurantes. La norme est angoissante, mais je peux vous le dire, l'absence de normes, c'est tout aussi angoissant. Et des nouvelles normes imposées de l'extérieur brutalement et politiquement, c'est aussi très angoissant. Romain Carnac, il nous reste quelques minutes là, malheureusement, pour clore ce débat. Et évidemment, toutes les questions n'ont pas été abordées. On pourrait en parler encore pendant des heures. Comment vous voyez la suite dans les semaines qui viennent de ces questions ? Écoutez, c'est difficile dans les années qui viennent même. À dire. Je ne vais pas me lancer dans la prophétie. Mais alors, ce que j'espère, c'est qu'on arrive à une approche plus apaisée, plus dépassionnée de ces questions et qu'on arrive à en parler. Mais si les choses sont aussi compliquées aujourd'hui, si ce débat suscite une polémique aussi intense et aussi brutale, c'est parce qu'il y a dans notre société aujourd'hui un climat particulier, un climat d'inquiétude. Et beaucoup d'inquiétudes sont présentes dans les discours et on en a évoqué certaines ce soir. La société se transforme. Il y a beaucoup de transformations qui n'ont pas en réalité partie liée avec le genre, mais la société devient beaucoup plus libérale. L'individualisme semble de plus en plus présent dans nos comportements, dans nos pratiques. On a l'impression qu'on est dans une période où la société de consommation est encore entrée dans un stade plus intense, plus aliénant, et que la marchandisation du monde poursuit sa marche, etc. Et on se rend compte de tout ça en ce moment. Donc il y a une sorte de malaise, un grand nombre d'inquiétudes autour de ces sujets, la sensation que quelque chose ne va pas dans le monde tel qu'il va. Et en fait, le genre intervient à ce moment-là et on projette sur lui toutes ces inquiétudes concernant la modernité. En fait, le genre cristallise un ensemble d'inquiétudes. Et effectivement, c'est un sujet qui s'y prête bien, il faut l'avouer, mais en faisant cela, à mon avis, on se trompe de colère, on ne traite pas les véritables causes du malaise contemporain, et c'est cela qui est dangereux. Romain Carnac, merci beaucoup. Monsieur Boyer, Michel Boyancé et Chantal Amouroux, en une phrase chacun, parce que vraiment il faut conclure. Est-ce qu'on se trompe d'inquiétude ? Est-ce qu'on se trompe de colère, comme le dit Romain Carnac ? Je ne pense pas. Nous sommes un tournant, effectivement, de nos sociétés et tout est possible. La technologie avant, tout est possible. Donc, il y a beaucoup de champs, non pas d'inquiétude, mais beaucoup de champs d'interrogation. C'est légitime de s'interroger et il faut que l'État soit prudent aussi dans la mise en œuvre d'outils qui peuvent être beaucoup trop dans la déconstruction théorique, alors que sur le plan pratique, les gens ont peut-être besoin plus de points de repère que d'autres choses. Chantal Amouroux, le mot de la fin. Chantal Amouroux, elle souhaiterait qu'il y ait un vrai débat apolitique, amilitant et aconfessionnel. Je crois que c'est la seule solution pour s'en sortir, en fait. Donc, ce n'est pas le problème essentiel, non. C'est un des problèmes et on a vraiment besoin de sortir de toutes ces barrières et de toutes ces limites qui empoisonnent le débat. Chantal Amouroux, Michel Boyancé, Romain Carnac, Jean-Pierre Winter, merci beaucoup pour avoir participé à ce débat. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment mardi prochain à la même heure. Excellente fin de soirée.